Bonjour, l'activité de laboratoire qu'on va faire aujourd'hui, ça va porter sur les incertitudes de mesure. Donc, on va apprendre dans l'activité de labo, qu'est-ce que c'est qu'une incertitude, à quoi ça sert, comment on les évalue, comment on les traite, etc. Et pourquoi on fait ça? Parce que dans le cours de mécanique, bien sûr, on va faire des expériences de mécanique en général, donc pour illustrer, comprendre la théorie, etc. Mais je vous avais déjà mentionné que une part importante des labos en mécanique, c'est d'apprendre à faire de la science, en fait. Donc, faire de la science, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, la science, c'est, on pourrait dire, la meilleure façon qu'on a trouvé d'accumuler des connaissances fiables sur un sujet. Et il y a deux caractéristiques, on pourrait dire, du processus scientifique euh, qui mènent à ça. C'est d'abord d'avoir des expérimentations rigoureuses. Alors, qu'est-ce que ça veut dire des expérimentations rigoureuses? En science, on a établi un paquet de normes pour faire des expérimentations. Ça veut dire comment prendre des mesures, comment faire des statistiques, éviter les biais expérimentaux, bien traiter les données pour pas introduire de biais non plus dans le traitement des données, et aussi être capable d'indiquer, pour bien pouvoir les interpréter, d'indiquer quelle est la fiabilité des mesures qu'on a prises, c'est-à-dire en fait les incertitudes. Donc, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Il y a une autre partie importante du processus scientifique pardon, qui est ce qu'on appelle le processus de validation par les pairs. C'est-à-dire que on ne peut pas faire de la science toute seule dans notre coin. Premièrement, ça ne servira à rien si on publie jamais nos résultats. Mais aussi, c'est qu'on risque beaucoup plus de faire des erreurs ou de ne pas se rendre compte qu'on a eu des biais expérimentaux si on ne le fait pas vérifier ou valider par quelqu'un d'autre. Donc en science, il y a tout un processus pour publier des résultats et pour les faire vérifier également, les faire valider par ce qu'on appelle les pairs, c'est-à-dire les scientifiques du domaine. C'est pas un processus parfait. Parfois, il y a des erreurs, parfois on se trompe, il y a toutes sortes d'histoires d'ailleurs qu'on peut raconter sur les failles de ce processus-là. Donc, parfois il y a des erreurs, mais en fait, ça fonctionne en général relativement bien. Alors pour nous, qu'est-ce que ça veut dire la publication des résultats? Bien sûr, on est dans un cours de niveau collégial, donc on va pas apprendre à faire des publications scientifiques, mais on va quand même apprendre une partie de ça. Et on va apprendre en fait à rédiger un rapport de laboratoire. Donc, ça fait partie du processus de communication scientifique. Donc, la semaine dernière, on a déjà appris comment utiliser Excel pour produire des tableaux et des graphiques. On va continuer encore dans les prochaines semaines à apprendre à utiliser Excel pour faire des analyses un peu supplémentaires sur les graphiques qu'on a obtenus, entre autres, sur l'analyse des résultats, sur comment rédiger par exemple, ce qu'on appelle un cadre théorique et méthodologique d'un rapport de laboratoire, comment présenter des résultats en général, comment les analyser, les discuter, etc. Donc ça, c'est des choses qu'on va apprendre dans le cours. Euh, Aujourd'hui, on va s'intéresser en réalité aux incertitudes, donc une partie de ce qu'on appelle l'expérimentation rigoureuse. Alors, l'incertitude. D'abord, il faut dire que dès qu'on prend une mesure, il va y avoir forcément une incertitude. C'est tout à fait inévitable. Des fois, l'incertitude, elle va être vraiment petite. On va la qualifier de négligeable, puis on n'en tiendra pas compte, mais elle est quand même là. On va voir ici quelques exemples de sources d'incertitude, d'où elle vient cette incertitude-là. Une première chose qu'on pourrait dire, c'est ce qu'on appelle la précision intrinsèque de l'instrument de mesure. Tout instrument de mesure a une précision intrinsèque. Euh, Ici, on a un exemple de ce qu'on appelle un instrument gradué simple, une graduation simple. Par exemple, si on mesure une quantité de liquide avec un cylindre gradué, le cylindre est gradué au millimètre près dans ce cas-ci. En général, on juge qu'on est capable d'évaluer à la moitié de la plus petite division. Donc, quand c'est gradué au millilitre, on serait capable de juger si le ménisque arrive entre deux mesures ou sur une mesure. Donc, à ce moment-là, on est capable d'évaluer au demi-millilitre près, et ça serait ça qu'on prendrait comme incertitude. Quand on prend une mesure avec une règle,
1 mètre par exemple ou une règle de 30 centimètres. Si elle est graduée en millimètres, ben on juge qu'on est capable de lire entre 2 millimètres, alors on prendrait un demi-millimètre. Il faut faire attention, par exemple, l'incertitude intrinsèque de l'instrument de mesure, ce n'est pas la seule source d'incertitude. Il va falloir aussi tenir compte des autres sources d'incertitude. Donc, c'est pas parce que j'ai un instrument gradué au millilitre, comme par exemple ici, que ça va être nécessairement ça l'incertitude sur ma mesure. Il va falloir voir est-ce qu'il y a d'autres sources d'incertitude que la précision intrinsèque de l'instrument. Ici, on a un autre exemple de source d'incertitude. On pourrait appeler ça le choix de la méthode de mesure ou encore de l'instrument de mesure. Ici, par exemple, vous voyez, on a choisi de prendre 1 mètre pour mesurer le diamètre d'une balle de tennis. Premièrement, c'est sûr qu'on n'a pas choisi le meilleur instrument de mesure dans ce cas-ci. On aurait dû prendre un pied à coulisse, par exemple, pour mesurer le diamètre. Voyez, c'est un exemple d'ailleurs ici où j'ai un instrument qui est gradué au millimètre près, mais l'incertitude sur la mesure va être beaucoup plus que 1 demi-millimètre, parce que l'instrument de mesure, vous voyez, je suis très loin ici de la mesure, là aussi, alors je peux commettre une erreur de parallaxe, alors j'aurai certainement plusieurs millimètres d'incertitude sur cette mesure-là, malgré que j'ai un instrument qui est gradué au millimètre. Un autre exemple de méthode de mesure ou de mauvais choix d'instrument de mesure, on pourrait dire, supposons que je décide de mesurer la chute d'un objet. Donc je laisse tomber un objet, puis je mesure le temps de la chute, et je choisis de prendre un chronomètre manuel qui est gradué au centième de seconde. Alors vous voyez, il est gradué au centième de seconde, donc il est relativement précis. Par contre, je le déclenche à la main. Donc, je vais le déclencher au départ et à l'arrivée à la main. Donc, bien sûr, je vais avoir un temps de coordination, si on veut. Je pourrais ne pas le déclencher exactement au même moment que l'objet tombe ou arrive au sol. Donc, même si j'ai un instrument précis, la méthode de mesure manuelle fait en sorte que l'incertitude va être plus grande que l'incertitude intrinsèque ou la précision intrinsèque de l'instrument de mesure. Alors, comment on fait pour évaluer l'incertitude dans des cas comme ceux-là? Ben, il y a toutes sortes de trucs qu'on va voir un peu plus tard, j'embarque pas là-dedans pour l'instant, mais il y a toutes sortes de trucs pour évaluer l'incertitude dans des cas comme celui-là. L'expérimentateur ou l'expérimentatrice peuvent être aussi des sources d'incertitude. L'exemple que je viens de donner, où on a un chronomètre manuel, on pourrait dire que l'expérimentateur est une source d'incertitude à ce moment-là. En général, on essaie de minimiser l'influence de l'expérimentateur. On a toutes sortes de techniques pour ça. On peut améliorer ou changer la méthode de mesure. Comme par exemple ici, j'avais un déclenchement manuel, je pourrais utiliser un appareil qui aurait un déclenchement avec des petites portes optiques, par exemple, qui partirait le chronomètre en haut et en bas en détectant la présence de l'objet que je laisse tomber. Donc, je minimiserais ou même j'enlèverais l'influence de l'expérimentateur. On pourrait, à défaut de faire ça, on pourrait entraîner l'expérimentateur. Il va devenir meilleur et on pourra avoir effectivement une incertitude plus petite. Dans certains cas, ça ne marche pas pour ce que je viens de donner comme exemple, mais on peut procéder à des tests à l'aveugle. Ça, c'est les cas où l'expérimentateur risque d'influencer le résultat. On fait souvent ça en médecine, par exemple, quand on teste des médicaments. On va tout le temps avoir un groupe placebo là, où on va administrer à une partie des patients le médicament qu'on veut tester. L'autre partie, on va leur donner un placebo pour éviter justement l'effet placebo qui est en fait, ça, c'est pas juste l'expérimentateur, mais ça sera le patient aussi qui pourra avoir une influence s'il pense qu'il a reçu un médicament. Ça pourra avoir une influence sur sa guérison. Donc, on va procéder à des tests à l'aveugle ou avec placebo dans ce cas-ci. On peut comparer les résultats avec un autre expérimentateur. On peut aussi faire des moyennes. On peut prendre plusieurs mesures puis faire des moyennes. Ça pourrait diminuer l'influence de l'expérimentateur. Maintenant, on a parlé des sources d'incertitude. Ici, on va voir les deux types d'incertitude. Alors, les types d'incertitude sont ici, c'est systématique et aléatoire. C'est important de comprendre la différence entre les deux parce que les deux vont avoir des effets différents puis on va les traiter différemment également. Pour comprendre la différence entre les deux, je vais faire une analogie. Alors, l'analogie, elle est ici en bas. On imagine qu'on a une cible et on a un tireur
qui tire à la carabine, par exemple, sur la cible. On a 4 tireurs différents. Donc, sur chacune des cibles-là, on a le résultat. Alors, voyez les différences. On pourrait commencer par celui qui est ici en bas. Ce tireur-là, on pourrait dire qu'il est juste et fidèle. Être juste, ça veut dire arriver pas mal dans le centre de la cible. Et fidèle, ça veut dire que les balles sont très regroupées. Donc, non seulement on arrive près du centre de la cible, mais on arrive toujours près du centre de la cible. Donc, on est juste et fidèle. Si on regarde celui qui est en haut, ce tireur-là, il est fidèle. Alors, vous voyez que les balles sont regroupées, donc il est fidèle, mais il n'est pas juste dans le sens qu'il arrive loin du centre de la cible. Alors ça serait un exemple d'une erreur systématique. Donc, ce tireur-là se trompe, entre guillemets, puisqu'il tire systématiquement à côté de la cible, mais par contre, il n'y a pas d'erreur aléatoire, ou en fait son erreur aléatoire est faible, puisque les balles sont très bien regroupées. Si on s'en va en diagonale, en bas à gauche, le tireur qui est là, lui, il est juste, mais il n'est pas fidèle. Donc, il est juste dans le sens que si on fait la moyenne de ses tirs, ben, ça arrive pas mal proche du centre. Donc, il est juste, mais par contre, il n'est pas fidèle dans le sens que il y a un problème aléatoire. Des fois, il tire par là-bas, des fois par là-bas, des fois par là-bas. Donc, vous voyez, il y a une dispersion aléatoire. Donc, il commet des erreurs aléatoires. Et celui qui est en haut à gauche ici, ben lui, il est ni juste ni fidèle. Donc, ses balles sont dispersées. Donc, il y a beaucoup d'aléatoires. Mais il y a aussi une erreur systématique puisqu'il tire en moyenne, vous voyez, systématiquement un peu en bas à gauche de la cible. Alors, ici, on a parlé d'erreur parce que on sait où est située la cible, donc on est capable de mesurer l'erreur commise. Par contre, quand on prend une mesure, on ne sait pas c'est quoi la mesure qu'on devrait avoir dans le fond. Prendre une mesure, c'est un peu comme si on avait le résultat du tir ici, mais qu'on ne sait pas où est située la cible. Donc imaginez qu'on reprend l'image qui est ici, mais qu'on enlève les cibles. Donc, on voit juste les balles. Alors, c'est un peu ça, prendre des mesures, dans le fond. Supposons que l'on compare d'abord les deux cibles qui sont à droite, donc celle d'en haut et celle d'en bas. Dans les deux cas, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir des balles qui sont relativement bien regroupées. Sauf que dans ce cas-ci, en bas, on va conclure que le centre de la cible est ici, avec une assez bonne confiance. Ici, on va conclure de manière erronée que le centre de la cible est ici, avec une assez bonne confiance également, parce que les balles sont regroupées. Donc, si on ne sait pas que l'on risque de commettre une erreur systématique, on va carrément se tromper. C'est pour ça que les erreurs systématiques sont plus graves que les aléatoires. Parce que dans le cas des incertitudes aléatoires, il y a moyen de s'en rendre compte. Si on compare maintenant les cibles qui sont en bas, celle de gauche, celle de droite, ben, vous voyez, dans celle de gauche, on a une dispersion. Et si on fait la moyenne, on va trouver que le centre de la cible est à peu près ici, ce qui est quand même pas si loin de la réalité, et on va voir la dispersion, donc ce qui va nous permettre d'attribuer une incertitude aléatoire. Et on va attribuer, dans le cas qui est ici, une incertitude plus grande que dans le cas qui est à droite, parce que la dispersion est élevée. Et c'est avec des méthodes statistiques, dans le fond, qu'on va pouvoir attribuer l'incertitude. Et d'ailleurs, plus on prend de mesures, ici plus on tire 2 fois par exemple, plus la moyenne va être valable et plus l'incertitude va diminuer. Quant à l'erreur systématique, qu'est-ce qu'on va faire? C'est que normalement, on va essayer de l'éliminer. Donc, si on sait que notre appareil a un biais ou que notre méthode de mesure induit un biais, ben on va corriger cette méthode de mesure-là. Ici, on donne l'exemple de la lecture de la position d'un ménisque, mais avec l'erreur de parallaxe. Si on lit d'en haut, par exemple, on va avoir une mesure systématiquement trop basse. Donc, il faudrait corriger notre méthode de mesure pour éviter ça. Si on prend la température de l'air, mais que le thermomètre est au soleil, on va avoir une mesure systématiquement trop élevée. Encore une fois, on va corriger cette méthode-là en mettant le thermomètre à l'ombre. Donc, en général, on va tenter d'éliminer les erreurs systématiques. Parfois, on n'est pas capable de l'éliminer, mais on est capable de l'évaluer, d'évaluer sa grandeur pour toutes sortes de raisons. Dans ce temps-là, on peut aller l'évaluer puis la soustraire. Donc, ça, à ce moment-là, il n'y aura pas de problème non plus. Et parfois, on ne sera pas capable ni de l'éliminer, ni de l'évaluer. Par contre, on va être quand même capable
on va voir différents cas plus tard, on va être quand même capable d'estimer de combien on peut se tromper au maximum. Donc on va dire, voilà, pour telle raison, on pense qu'on peut se tromper de telle valeur, mais on ne sait pas vraiment si c'est vers la gauche ou vers la droite, mais on sait qu'on peut se tromper au maximum de ça, donc on va attribuer ça comme incertitude. Donc il va y avoir quand même une possibilité d'attribuer une incertitude systématique. Quant à l'incertitude aléatoire, durant le cours, on va apprendre toutes sortes de méthodes pour évaluer les incertitudes aléatoires, mais entre autres, une des méthodes que l'on peut prendre, c'est de faire des statistiques. Quand on a une variable qui est aléatoire, donc qui se distribue de manière aléatoire, typiquement, on obtient une courbe comme celle-là, qu'on appelle la courbe normale. Ici, ce que l'on fait, c'est sur l'axe horizontal, on a la valeur de la mesure, et sur l'axe vertical, bon, qu'on n'a pas mis ici, mais c'est le nombre de mesures qui ont donné ce résultat-là. Donc, ici, on se rend compte que c'est symétrique. Donc, vous voyez que c'est symétrique de chaque côté. Ici, on a la moyenne. Donc, le X avec la barre, c'est la moyenne. C'est là qu'on a le plus grand nombre de résultats. Et de part et d'autre, au fur et à mesure que l'on s'éloigne, bien, on a de moins en moins de résultats. On donne ici en bas, on revient avec l'analogie des balles. Là. On aurait ici une distribution normale relativement étroite, puisqu'on a les balles qui sont pas très dispersées, tandis qu'ici on a une distribution qui est plus large, puisque les balles sont plus dispersées. C'est la même moyenne, mais c'est plus large. Pour calculer la dispersion, le facteur que l'on calcule, c'est ce qu'on appelle l'écart type. Donc l'écart type, c'est le symbole qui est ici. Donc on prend la lettre grecque sigma pour l'écart type. Et comment on calcule l'écart type en fait? On fait le calcul suivant. Pour chaque résultat que l'on obtient, d'abord on obtient tous les résultats, on calcule la moyenne. Ça c'est une première chose. Une fois qu'on a la moyenne, pour chaque résultat, on va calculer son écart à la moyenne. Exemple, supposons que j'ai une moyenne de 70, peu importe ce que l'on a mesuré, la moyenne c'est 70. Mais j'ai un résultat particulier qui a donné 75. Donc son écart à la moyenne, c'est 5. Alors je prends 5, je le mets au carré. Je prends un autre résultat que j'ai obtenu, supposons que j'ai obtenu 65. Donc, lui, son écart à la moyenne, c'est moins 5. Je le mets au carré. En fait, ça donne la même chose que l'autre. Donc, je fais ça pour tous les résultats, comme ça. Je prends l'écart à la moyenne, je les mets au carré, j'additionne tout ça. Et ensuite, je divise par le nombre de résultats que j'avais. Et finalement, je prends la racine. Le but de mettre au carré puis de prendre la racine, c'est de faire en sorte que, comme on a des résultats qui sont en haut puis d'autres qui sont en bas de la moyenne, mais ça donne toutes des valeurs positives. Donc, on peut dire que l'écart type, c'est l'écart moyen à la moyenne. On pourrait le définir comme ça. Et ici, on a représenté l'écart type. Et statistiquement, avec la courbe normale, on va retrouver 95% des résultats en dedans de deux écarts types de la moyenne. Donc, voyons, on l'a mis ici en jaune. Là. Donc, ici, on a moins 2 écarts types, plus 2 écarts types. 95% des résultats obtenus sont là-dedans. C'est souvent ça que l'on prend. C'est un petit peu un choix arbitraire, mais vous voyez quand même que ça a du sens. C'est ça que l'on choisit, le 2 écarts types, comme l'incertitude sur la mesure. C'est quand même un choix arbitraire dans le sens que cette courbe-là ici, elle est asymptotique, c'est-à-dire qu'elle n'arrive jamais à zéro. Elle diminue, diminue. Donc, vous voyez, on ne pourrait pas prendre, par exemple, ici, on a mis 3 écarts types, mais même à 3 écarts types, on n'a pas 100% des résultats. Ça continue à descendre. Donc, à un moment donné, il faut faire un choix. Si on avait pris un écart type seulement comme zone d'incertitude, ben, on aurait eu quand même une bonne part des résultats, grosso modo le tiers, qui aurait été à l'extérieur. En choisissant 2 écarts types, on a quand même 95% des résultats. Ça veut dire qu'il y a quand même une possibilité que notre mesure soit fausse, mais la possibilité est quand même assez faible. D'ailleurs, c'est l'intervalle qu'on utilise aussi souvent dans les sondages. Parfois, vous entendez des sondages en politique, par exemple, les intentions de vote, etc. On fait le sondage, puis à la fin, on mentionne ce sondage a une précision de temps 19 fois sur 20. Alors, vous voyez, 19 fois sur 20, c'est 95%. Donc, on a choisi cet intervalle-là de 2 écarts types comme incertitude, en quelque sorte. Mais bon, ça veut dire aussi que le sondage a une chance sur 20 de se tromper. Et ça ne tient pas compte des erreurs systématiques, donc des biais dans le sondage. Et on sait que ça arrive souvent qu'il y a des biais dans le sondage.
Alors le 95% en question, ça tient compte seulement de la distribution des résultats, donc de l'incertitude aléatoire. Alors on verra plus en détail plus tard comment on va se servir de ça pour calculer l'incertitude. Nous, on va appliquer cette méthode-là principalement sur les graphiques. Donc quand on va tracer des graphiques, on va obtenir l'équation du graphique avec la pente l'ordonnée à l'origine, supposons qu'on a une droite, eh bien, on va évaluer l'incertitude sur la pente et l'ordonnée à l'origine de cette manière-là. Donc, en calculant la dispersion des points autour de la droite, on va obtenir l'incertitude sur l'équation de cette manière-là. Ici, maintenant, on va parler de la présentation des incertitudes. Alors, il y a deux façons de présenter l'incertitude. Soit on donne l'incertitude absolue. Ce qu'on appelle l'incertitude absolue, c'est la valeur ici dans ma mesure. Donc ici, supposons que j'ai mesuré l'objet qui est en bleu ici, j'ai ma règle qui est là, et donc peu importe c'est quoi l'objet, peu importe aussi qu'est-ce qui m'a mené à évaluer le point 0,5 comme incertitude, je veux juste discuter de la présentation ici. Donc 29 plus ou moins 0,05, le 0,05 c'est l'incertitude absolue. Par convention, on garde habituellement un seul chiffre significatif à l'incertitude absolue. Donc ici, 0,05, c'est un seul chiffre significatif. Les deux premiers zéros sont non significatifs puisqu'ils sont à gauche. Ils servent seulement à donner la position décimale. Donc on a un seul chiffre significatif. Quant à la mesure qui correspond, elle doit avoir le même nombre de décimales que l'incertitude absolue. Pourquoi? C'est simplement par cohérence. Si on dit qu'on est précis à 0,05 cm, ben, il faut qu'on donne des valeurs jusque au centième dans ce cas-ci pour être cohérent. Par exemple, ici, on est tombé à 29 juste, mais c'est très important d'écrire les zéros en question. Sinon, on peut se demander, est-ce qu'on arrondit? C'est quoi les autres chiffres qui est après? Donc, c'est important d'afficher ces deux zéros-là pour avoir le même nombre de décimales que l'incertitude absolue. L'autre façon d'exprimer l'incertitude, c'est de donner l'incertitude relative. On reprend la mesure qu'on avait tout à l'heure, 29 plus ou moins 0,5. On peut calculer l'incertitude relative en faisant l'incertitude absolue divisé par la mesure, donc 0,05 sur 29, fois 100. Le fois 100, en fait, c'est simplement pour le remettre en pourcentage. Dans notre cas ici, 0,05 sur 29 fois 100, ça donne 0,172414%. La convention ici pour le pourcentage, c'est de garder deux chiffres significatifs. Donc 0,1724, je vais arrondir ça à 0,17%. Donc j'aurai une incertitude relative dans ce cas-là de 0,17%. On vient de parler de l'incertitude absolue versus l'incertitude relative. L'incertitude relative, ça va servir entre autres à nous indiquer la précision d'une mesure. Ici, par exemple, on a deux mesures qui ont la même incertitude absolue. 10 cm plus ou moins 1, 53 cm plus ou moins 1. Donc, ils ont la même incertitude absolue. Par contre, si je vous posais la question laquelle est la plus précise, eh bien, ça serait la deuxième. Parce que on a 1 cm sur 53, tandis qu'ici, on a 1 cm sur 10. 1 cm sur 10, c'est 10%, tandis que 1 sur 53, c'est juste un peu moins de 2%. Donc, celle qui a l'incertitude relative la plus petite, c'est celle aussi qui est la plus précise. Alors, pour résumer les règles concernant la présentation des incertitudes, on arrondit l'incertitude absolue à un seul chiffre significatif. J'écris en général ici parce que ça va arriver certaines fois, dans certains cas vraiment particuliers, où on va pouvoir en garder deux. Mais en général, on va en garder un. Ensuite, on arrondit la mesure au même nombre de décimales que l'incertitude absolue. Par exemple, je ne pourrais pas écrire 22,48 plus ou moins 0,2. Vous voyez, ça n'a pas de sens d'écrire ça parce que le point 2, ça veut dire que je peux me tromper de 2 à la première décimale, donc ici. Alors, si je peux me tromper de 2 sur celle-là, ça n'a pas de bon sens d'écrire la deuxième, étant donné que, en réalité, la mesure ici, là, plus ou moins 0,2, ça veut dire qu'elle peut aller jusqu'à 22,68 au maximum et jusqu'à 22,28 au minimum. Alors, vous voyez qu'entre les deux, la décimale qui est là, elle peut prendre n'importe quelle valeur en réalité. Donc, on va arrondir ceci à 22,5 plus ou moins 0,2 de manière à ce que la mesure corresponde ou que plutôt la dernière décimale de la mesure soit la même que l'incertitude.
Pour ce qui est de l'incertitude relative, on disait tout à l'heure, on garde deux chiffres significatifs, donc celle qui est en pourcentage. Il y a aussi une règle ici, c'est que si on a plusieurs sources d'erreurs différentes, chacune causant une incertitude sur une mesure, eh bien à ce moment-là, on peut toutes les additionner. Supposons par exemple que j'ai une règle, je mesure quelque chose avec une règle, la précision intrinsèque de mon appareil de mesure, supposons que c'est 1 millimètre. Donc en mètres, ça donnerait ceci, mais que à cause de la méthode de mesure, je juge que j'ai aussi une incertitude aléatoire de 2 millimètres, par exemple, pour une raison quelconque, due à la méthode de mesure. Ben, si j'ai cette source d'incertitude-là en plus, ben, au total, je vais avoir 3 millimètres d'incertitude sur ma mesure. Donc, quand on a plusieurs sources d'incertitude, on additionne la contribution de chacune pour avoir l'incertitude totale. Un mot ici sur la compatibilité de deux mesures ou de deux résultats. Je vais y aller ici par un exemple. Supposons qu'on a fait une expérience pour mesurer l'accélération gravitationnelle terrestre. Notre valeur de référence, elle est ici. On a une valeur de référence de 9,81 plus ou moins 0,01 mètres par seconde. On a procédé à notre expérience. Le résultat qu'on a eu pour l'accélération expérimentale, c'est 9,78 plus ou moins 0,05. Et là, on se pose la question, est-ce que notre valeur, elle est compatible avec la valeur de référence? Pour faire ça, on peut l'illustrer dans ceci. Ce qu'on appelle, ça ici, on appelle ça un diagramme d'égalité physique. Donc, dans le fond, on a mis la mesure, 9,78, puis on a représenté par la barre qui est là son incertitude. Vous voyez, le maximum ici, c'est 9,78 plus 0,05, ça serait 9,83. Alors, vous voyez, c'est ici. 9,78 moins 0,05, ça donne 9,73. Donc 9,73, c'est ici. Alors cette barre-là représente le domaine d'incertitude. On a fait la même chose pour la valeur de référence, 9,81 plus ou moins 1. Et ici, on voit que les domaines d'incertitude se chevauchent. Donc on peut dire que ces résultats-là sont compatibles. Remarquez que ça serait compatible aussi si les domaines se rejoignaient à la limite. Alors même si le point bleu ici était à l'extérieur ici, tant que son domaine d'incertitude va rejoindre l'autre, on peut dire que les valeurs sont compatibles parce que leur domaine d'incertitude se rejoint. Voilà qui termine une première introduction au principe des incertitudes. On va en rediscuter dans des prochains laboratoires, notamment pour apprendre à évaluer les incertitudes. Donc, comment on prend une mesure, mais aussi comment on évalue l'incertitude sur cette mesure-là, qu'est-ce qu'on attribue comme incertitude, comment on les traite, etc. Donc, ça sera cette capsule-ci, c'était une première introduction aux incertitudes.